Oui, oui, je vais me débrouiller, merci beaucoup. Rémi Lapeyre, donc, je suis ingénieur au CNES, j'ai pris le train Insight en route, ça fait que 1 an et demi que je suis impliqué sur la mission. Donc moi j'ai pas de résultats scientifiques à présenter parce que je suis pas chercheur, j'ai quand même une culture scientifique parce que pour faire le métier d'ingénieur il faut avoir cette base là, mais mon métier c'est plutôt de trouver des solutions à des problèmes auxquels on n'aurait pas pensé au moment où on concevait la mission, etc. En fait je fais des opérations, c'est comme ça qu'on appelle cette discipline. Cette idée d'essayer de trouver des solutions pour faire fonctionner quelque chose dans des situations dans lesquelles il n'était pas prévu de fonctionner. Un bon exemple, je trouve, de notre métier, c'est cette scène dans le film Apollo 13 qui a sans doute m'a donné envie aussi un peu de faire ce boulot-là, où ils essaient de faire désespérément rentrer un filtre carré dans un adaptateur rond, avec du scotch, des chaussettes, etc., et de trouver une solution originale pour le faire. C'est une... je pense que c'est une bonne allégorie de ce qu'on fait aux opérations spatiales. Donc là, ce que je vais vous présenter en quelques planches, c'est l'état de la mission, ce qu'on fait pour essayer de la faire fonctionner le plus longtemps possible, parce que c'est ça notre défi, et les conditions dans lesquelles on le fait. Alors à propos des conditions, justement, je me suis amusé à faire un petit topo de la situation dans laquelle fonctionne l'instrument. Et puis vous avez vu, j'ai fait une petite frange sur la gauche terrestre. C'est un petit jeu que je me suis fait. Je me suis demandé, bon, qu'est-ce qu'il y a aux coordonnées géographiques sur Terre qui seraient identiques numériquement à celles d'Insight, même si ça n'a pas beaucoup de sens. Bien sûr, évidemment, quand on prend un point au pif sur Terre, on tombe dans le Pacifique, donc là, ça n'a pas raté. Mais si on triche un peu, à quelques centaines de mètres, il y a un archipel. Donc, un archipel sur lequel il fait une trentaine de degrés, mais sur Elysium Planitia, là où est installé SACE, il fait entre -100 et 0 degrés chaque jour. Donc on a un instrument qui fonctionne avec des amplitudes thermiques, un environnement thermique, et Philippe là, en a parlé, très important. On a une pression atmosphérique qui est de l'ordre de rien du tout. 1% à peu près de ce qu'on peut trouver au niveau de la mer sur Terre. Du vent, bon là c'est attendu, mais bon ça va mettre en regard de la pression atmosphérique. La pression dynamique exercée par le vent du coup va pas être la même non plus que celle sur Terre. Et puis un flux solaire qui est quand même aussi inférieur, du fait de la distance de Mars par rapport au Soleil à celui de la Terre. Et encore là, avec le flux solaire, j'ai juste mis des chiffres de ce qu'on a théoriquement en haute atmosphère. Voilà, je ne prends pas du tout l'atténuation par les particules en suspension, l'atmosphère, etc. Donc c'est pour le moins hostile. Je ne pense pas qu'il y ait de désert sur Terre qui soit plus hostile que le point le plus accueillant de Mars. Et voilà. Et pour un ingénieur, c'est tout à fait hostile aussi, puisque les conditions ne sont pas bonnes pour faire fonctionner de l'électronique, de la mécanique, etc. Et puis, pire que tout, il y a absence totale et définitive de café. Ce qui, voilà, résumer un petit peu des variations saisonnières des différentes grandeurs dont j'ai parlé. Avec la température de l'air, on le voit, entre 0 et -100, honnêtement c'est plutôt stable au cours de l'année martienne. Une pression qui varie un peu plus. Je vais surtout faire un focus là, sur cette courbe tout en bas, qui est l'opacité de l'atmosphère. C'est on va dire un facteur multiplicatif qui là est posé sur une échelle logarithmique, qui dit quelle est la quantité d'énergie que je perds par propagation dans l'atmosphère. Et quand on est à 2 sur cette échelle, il n'y a plus qu'1% de l'énergie solaire qui arrive au sol, au niveau du lander. Donc il faut imaginer une atmosphère qui peut s'obscurcir assez vite, et on va y revenir, parce que les tempêtes de sable, régionales et globales, nous compliquent la vie. Oui, j'ai réalisé que j'ai oublié Rise, mais tout va bien. Rise fonctionne très bien. Ça, c'est un petit état de nos instruments du lander aujourd'hui.
avec SAIS en pleine forme, une avionique, donc l'ensemble de l'ordinateur de bord sous le lander et des différentes électroniques d'acquisition, de transmission qui fonctionnent parfaitement bien aussi. Une station météo qui fait le job, qui fonctionne aussi très bien. Un bras robotique qui fonctionnait très bien. Là, aujourd'hui, il a été placé dans une position d'arrêt, c'est-à-dire qu'on ne prévoit plus de le bouger. Maintenant, on n'a plus assez d'énergie pour faire bouger ce bras robotique. Donc, il est dans ce qu'ils ont appelé une position de repos. Il fixera tout le temps la même scène avec sa caméra qui est sur le bras de ce bras robotique. Et puis, dans ce qui marche moins bien, il y avait HP Cube, effectivement, cette expérience allemande qui n'a pas réussi à s'enfoncer suffisamment profond dans le sol. Et pourtant, il y a eu quand même beaucoup d'acharnement pour essayer de faire fonctionner cette expérience. Et les générateurs solaires. Et les générateurs solaires, vous allez voir dans cette présentation, ça va être un peu le fil rouge de nos problèmes pour faire fonctionner la mission plus longtemps. Si on fait un petit zoom et qu'on regarde dans le centre de contrôle comment ça se passe au niveau des instruments dont on a la responsabilité au CNES, c'est-à-dire uniquement SAIS et APSS, toute la partie lander, le bras, les autres expériences sont d'autres agences qui le font, et principalement le JPL. Pour SAIS, tous nos capteurs fonctionnent bien, entre guillemets, ils sont en bonne santé, mais la plupart sont éteints. Là, les short périodes qu'on voit à droite, là par exemple, sont des capteurs sismiques qui sont éteints depuis un moment maintenant. On n'a plus assez d'énergie pour les faire fonctionner. Tout ce qui est capteur d'inclinaison, même HP, là, ce sont des capteurs d'inclinaison, pareil, éteints. Le système de leveling, ça c'est un niveau, donc pareil, il est éteint depuis la mise en place de l'instrument sur Mars. Et puis là, j'ai fait clignoter les VBB, la sonde de température scientifique et l'électronique d'acquisition, pour expliquer ce que Philippe a très bien introduit, c'est qu'on ne fonctionne plus 100% du jour aujourd'hui. On fonctionne 9 à 12 heures de temps allumé par sol martien. Côté APSS, globalement, on est tout le temps éteint. L'instrumentation est en bonne santé, mais pareil, là, problème énergétique, on n'a plus de quoi alimenter la station, et ça fait déjà un moment que la station passe la plupart de son temps éteint. Il y a quelques campagnes de mesures qui sont faites, ça et là, mais c'est très court et assez peu fréquent. Et là, je pense maintenant qu'on va arrêter complètement. Alors, j'ai parlé des températures à l'extérieur, 0 au mieux, moins 100 degrés au plus froid. Et ça, ce sont les températures qu'on voit sur nos électroniques. Donc vraiment, ce qu'on a, et je vais me concentrer plutôt sur la partie du haut, sur le Sismo. En rouge, c'est l'électronique qui est à l'intérieur du lander. Donc c'est vraiment la boîte électronique sous le pont du lander, dans un espèce d'endroit qui est contrôlé thermiquement, enfin qui l'était en tout cas. Et là on a des températures qui descendent, alors c'est un peu petit, je vous lis l'échelle, on descend jusqu'à moins 35 degrés, la ligne pointillée rouge c'est moins 35 degrés. C'est pénible pour nous ingénieurs, pourquoi? Parce que cette limite-là, c'est la limite de qualification. En dessous, on n'est pas certain que changer l'état de l'électronique peut se faire sans risque de la casser. Donc c'est la qualification pour allumer des senseurs, par exemple, ou pour allumer l'électronique. Par contre, quand tout fonctionne en continu, on est plutôt sur la ligne pointillée en noir, et on n'a pas trop de problèmes. Donc nos problèmes, là, ils vont commencer sérieusement, la température diminuant, et maintenant qu'on commence à allumer et éteindre le sismomètre tous les jours, on va se retrouver sans arrêt avec cette ligne pointillée rouge qui est franchie tous les jours. Donc on va avoir des heures à l'intérieur du sol martien qui sont favorables à l'allumage de l'équipement. Ça va contraindre ce cyclage. Et enfin la courbe en bleu, là c'est ce qu'on appelle le sensor assembly. Donc ça c'est vraiment la partie qu'on voit sur les photos en dessous du WTS, le dôme blanc. Là on observe la ligne pointillée rouge, c'est moins 70 degrés. C'est pareil, c'est une limite de qualification. Et on est pour l'instant tout le temps au-dessus, donc on est plutôt satisfait. Et on voit au passage que ce bouclier thermique, ces isolations thermiques, elles font le job parce que l'amplitude thermique qu'on voit là, c'est du moins 30 degrés à moins 60. Bon, si je prends les points le plus bas, moins 70. Mettons moins 20, moins 70 pour un environnement qui oscille entre moins 100 et 0. Pour une isolation passive, c'est plutôt pas mal. Voilà. Je passe rapidement sur la station météo parce que en fait, c'est aussi des boîtiers électroniques qui sont sur le pont, sur et sous le pont du lander. Donc je ferai à peu près le même commentaire, ça sert à rien que je me répète.
Alors, ah ouais, donc là, c'est là que j'ai mis... là, ça va être sombre, hein, je vous préviens. Ce sont les images les plus récentes. J'ai pas vérifié si on en avait reçu depuis, peut-être, avec l'image qui est de la caméra sur bras, donc qui fixe aujourd'hui une espèce de champ de carrière, on va dire. Là, on a beaucoup creusé et accumulé de régolithes dans cette carrière pour différentes activités d'ingénierie. Et puis là, où on voit rien, à droite, là, c'est la caméra de contexte, hein, qui est censée filmer Seiss, qui est ici, là, qui est sous le bouclier, qu'on devine à peine. Bon, là, le contraste de l'écran est limite, donc on le voit mieux sur un PC. Mais ça va me permettre d'introduire ce problème de luminosité ambiante. Je vais parler de deux choses qui sont liées au fait qu'on a des tempêtes en ce moment, des tempêtes de sable, et ça a un double effet sur la génération de la puissance du lander. Premièrement, l'opacité de l'atmosphère. Quand il y a une tempête de sable, l'atmosphère est plus opaque, il y a moins d'énergie qui arrive au niveau du sol, donc on collecte moins d'énergie avec les panneaux solaires. Là, j'ai juste recopié l'image à droite. Je vais la garder à gauche, cette image-là. C'est une image qui date de fin mars, donc du sol 1186. Et je vais venir y superposer une image plus récente qui date de fin mai. Et là, on peut constater effectivement que niveau luminosité, on a quand même pas mal baissé. Sachant que la caméra qui est là compense déjà aussi un peu l'exposition. Donc c'est encore normalement plus impressionnant que ça. Et depuis quelques jours, on est encore plus sombre. Donc dans ces conditions-là, on comprend comment un générateur solaire il a un peu de mal à faire le job. Deuxième problème, c'est que, et ça c'est un problème qui est constant dans la durée de la mission, la poussière s'accumule sur les panneaux solaires. Et en plus, cette poussière s'accumule vite quand on a des tempêtes. Donc le taux d'accumulation de la poussière augmente quand il y a une tempête de sable. Ça, c'est une photo au tout début, c'est l'âge d'or, on générait beaucoup plus de puissance que dont on avait besoin, et là pareil, j'ai fait le même exercice, je suis allé recopier cette image de la caméra, ici, pour venir y superposer, une image prise en février, je crois, et donc là, pareil, je pense qu'on comprend bien le problème. Un générateur solaire qui fonctionne dans ces conditions, il fonctionne forcément en dégradé. Et c'est vrai que Philippe, on retrouve ta remarque à propos de Twins ici, qui est toujours bien blanc sur les deux images, malgré le temps passé. Ouais, c'est une image de mai même, ouais, on en a une en mai. Ouais. Alors, comment ça se traduit? Ça se traduit par le fait qu'au début de la mission, les générateurs solaires, sur un jour, permettaient d'accumuler 5000 Wh. Et ça avait fait d'ailleurs de cette mission à l'époque la mission qui générait le plus de puissance électrique avec des panneaux. La mission d'exploration au sol qui le faisait avec la plus grande capacité énergétique par jour. Et voilà, au mois de mai 2022, on est rendu à 450 Wh par sol. Pour fonctionner à peu près correctement, telle que la mission avait été conçue à l'origine, il fallait, on va dire, 1500 Wh à quelques centaines de wattheures près. Voilà. On peut se débrouiller à faire fonctionner en continu encore à peu près à ces niveaux-là. À 450 Wh par sol, il y a théoriquement plus rien qui fonctionne. Donc il a fallu tirer sur les marges, éteindre le maximum de choses, et vous allez voir ce qui a été fait donc, du coup, dans les planches qui suivent pour faire face à cette pénurie. Là aussi, c'est un point sur la ressource énergétique de la mission. Ça, c'est le JPL qui m'a autorisé à vous le présenter aujourd'hui, et c'est bien, parce que ça permet d'illustrer un petit peu notre problème. En point vert, vous avez ce qui est collecté chaque jour par les panneaux solaires. Voilà. Sachant que vous êtes ici, donc tout ce qui est après, c'est une prédiction qui est en vert. Les points rouges, c'est la charge électrique du fonctionnement du lander tel qu'il a été planifié pour chaque sol. Donc normalement, quand tout se passe bien, effectivement, on a une collecte qui est supérieure à la charge, et là ça veut dire qu'on a des batteries qui vont se recharger tous les jours complètement et qu'on ne va pas sortir de la balance énergétique. Seulement, par moment, et ici on le voit très bien, les points verts, eh bien, on descend très bas. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois cette année qu'on déclenche une protection
de l'atterrisseur qui va éteindre tous les instruments parce que l'énergie collectée par jour ne correspond pas à un gabarit qui a été monté à bord. Il y a des variations tellement rapides de sol en sol de cette génération d'énergie que si ça s'effondre d'un coup, l'atterrisseur va tout éteindre. Ça nous est arrivé en janvier, ça nous est arrivé en début mai, et ça nous est arrivé à nouveau fin mai avec un autre mécanisme. Dans les lignes pointillées, ce que vous avez en pointillé ici, c'est des données VBB continues, donc de la sismo en continu. Et effectivement, on est pile à ce moment-là où notre collecte d'énergie croise cette ligne pointillée, donc on est effectivement au moment où on ne peut plus faire fonctionner 100% de la journée SAIS. Les autres pointillés, c'est plutôt les pointillés de l'apocalypse, hein, avec ici en pointillé noir, c'est le lander continue à fonctionner, mais alors là il fait plus rien, il fait juste que communiquer sur des créneaux par défaut, etc. Mais on va dire qu'il est encore dans un mode nominal, mais il fait juste rien, hein, c'est le mode stand-by, on va dire. Et plus bas, on a des modes dégradés du lander dans lesquels il finira par rentrer et qui correspondent à des allumages d'urgence automatiques dès qu'il y a de la puissance, des choses comme ça. Un des détails qui va être important aussi pour la suite, c'est que si on passe, c'est quand on passe cette ligne pointillée en rose, là, le dead bus, le lander va revenir, l'atterrisseur va revenir sur son logiciel de vol par défaut qui essaie de réchauffer l'environnement, dans lequel il y a de la dissipation thermique, il y a des réchauffeurs partout qui sont là pour tenir les instruments dans leur domaine de fonctionnement. Or, on les a tous coupés pour que ça puisse continuer de fonctionner. Donc au moment où on va passer ce seuil-là et que le lander va essayer de rallumer, il va se mettre à bagoter, à faire des on-off, ça donnera rien du tout, quoi. Ça sent l'aller simple. Bon, ça c'est les prévisions, mais vous voyez qu'il y a des incertitudes liées à ces prévisions aussi, et il y a quand même aussi une ligne pessimiste qu'il faut avoir à l'idée, c'est qu'il peut y avoir une tempête de poussière régionale ou globale et qui nous arrête du jour au lendemain, parce qu'il suffit de quelques jours avec une balance énergétique non équilibrée pour qu'on ne récupère pas l'atterrisseur. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour pallier ça? Eh bien, des économies d'énergie, pour commencer. Du contrôle thermique limité. Donc, déjà, ce qu'on appelle la régulation thermique active, c'est le fait d'avoir des réchauffeurs, éventuellement des équipements qui dissipent, mais là, c'est pas tellement le problème, c'est plutôt de réchauffer. Ce contrôle thermique actif, il a été complètement désactivé. Il n'y a encore qu'un seul équipement à bord de l'atterrisseur qui est réchauffé, c'est les batteries. C'est le seul élément qui a encore un peu de réchauffage. Tout le reste fonctionne avec la dissipation des électroniques, juste par proximité, couplage thermique, etc. Donc là aussi, pareil, il y a une astuce d'allumer les choses suffisamment longtemps pour qu'elles n'aient pas besoin d'être réchauffées. Le système de détection et d'isolation de panne, alors il y en a sur tous les systèmes spatiaux de ces protections-là, ce qu'on appelle la FDIR, quand on est ingénieur opération, a été désactivé. Donc là, on dit même au lander, maintenant, si jamais tu génères pas assez d'énergie par jour, c'est pas grave, tu continues, tu nous éteins pas tout. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut intervenir à la main à partir de maintenant pour protéger les instruments de coupure ou de coups durs. Et c'est ce qui s'est passé à la fin du mois de mai. Il reste quand même quelques protections actives minimales. Typiquement celles qui surveillent le niveau des batteries. Si jamais on descend en dessous d'un certain niveau de batterie, là l'atterrisseur va quand même déclencher un degré de protection supérieur et tout éteindre aussi. Et enfin, la fréquence des créneaux de communication a été réduite. C'est vachement important de prendre ça en compte parce que c'est pas le tout de faire fonctionner l'instrument, mais si on collecte des données et qu'elles restent sur Mars, ça n'a aucun intérêt. Et le transpondeur, donc cet équipement là qui permet de faire des communications avec les orbiteurs qui passent au-dessus d'InSight, c'est quelque chose qui est très énergivore à faire fonctionner. Donc chaque passage coûte de l'énergie et ces créneaux de communication, ils ont déjà été réduits. Là où on avait des informations quasiment chaque jour sur la mission, nous aujourd'hui dans le centre de contrôle, on est passé à quasiment 2-3 jours de délai d'information. Parfois on ne sait pas ce qui s'est passé sur les 2 derniers sols, attendant un créneau de communication et de recevoir des télémesures.
Côté économie d'énergie, ça date pas d'hier, on le fait quand même depuis 2021. C'est écrit tout petit, donc je vais faire la lecture de ce qu'on voit. En haut, vous avez les 3 capteurs short period de SAIS. Au milieu, en rouge, les 3 capteurs broadband, les VBB. Et en dessous, en bleu, là, le capteur de pression d'APSS, en vert, les 2 mâts Twins pour le vent, et en violet, IFG, le magnétomètre. Bon, eh bien, ça fait déjà un moment qu'on a commencé à réduire l'utilisation de ces senseurs-là. Chaque fois que vous avez une barre colorée, c'est qu'ils fonctionnent. Ici, c'est le début de la mission, là. On voit, c'est au moment où on démarre les VBB en continu. Et on est à peu près par ici. C'est vrai que je ne l'ai pas mis à jour, mais il y a un petit peu plus long à faire ici. Notamment, on a un 3e trou, là. Un 3e et un 4e trou, oui. Puisque ça, ce sont des trous de service qui sont liés justement au fait que l'atterrisseur nous a coupé l'instrument parce qu'une protection électrique a déclenché. Alors, le motif de satisfaction principal, c'est les grandes barres rouges. Parce que les VBB, ça veut dire que quand même, ils ont fonctionné malgré tout la plupart du temps. La mission initiale, c'était 2 ans pour InSight quand même. Voilà, donc arrivé fin 2018, là on est en 2022. Bon, il y a quand même du chemin de fait, et même on est allé au-delà de la destination, donc c'est super. Bon, on voit qu'il a fallu sacrifier un peu du monde en route. La station météo, aujourd'hui, il n'y a plus personne. Et les SP, qui ont été un petit peu rallumés à la fin parce qu'il y avait un intérêt scientifique à comprendre la corrélation entre les données des SP et des VBB. Mais ça a été fait à la faveur d'un léger regain d'énergie très local et qui était dû à un effet saisonnier de Mars. Pour comprendre un peu ce qui va se passer, je suis obligé de vous expliquer aussi, dans une planche pas rigolote, comment fonctionne l'atterrisseur. Il n'est pas allumé tout le temps en fait. Les instruments qui font les mesures sont allumés tout le temps, les sismomètres, etc. Par contre, l'électronique de l'ordinateur de bord, des systèmes de communication, des cartes d'acquisition, tout ça c'est éteint la plupart du temps. Le lander se réveille, il a des phases qu'on appelle wake-up, qui sont programmées dans un sol martien, et dans lesquelles il va accomplir les différentes tâches de changement de configuration, de processing, de calcul de données bord, etc. Mais donc du coup, ces wake-up, ils consomment de l'énergie. C'est les moments où toute l'électronique est allumée. Donc il faut les réduire en fréquence, donc ils sont de plus en plus rares. Et puis il faut aussi faire en sorte que quand on est allumé, on ne perde pas de temps. Donc il faut les garder courts et optimiser ce qu'on fait à l'intérieur. Donc tout ce qu'on fait nous comme script, qui par exemple va allumer SAIS ou changer un état de configuration, etc., il faut que ça soit le plus efficace possible aujourd'hui. Et au départ, quand la mission a été conçue, ce n'était pas du tout une préoccupation. Il y avait suffisamment d'énergie pour faire fonctionner, on prenait même des marges de temps d'exécution pour être confortable et être sûr de ne pas tomber dans des problèmes que je vais expliquer un peu après. Donc le temps n'était pas du tout un problème. Et aujourd'hui, le temps d'exécution, il faut absolument l'avoir le plus court possible. Là, ça a bien marché parce que l'équipe qui a conçu l'instrument est un petit peu revenue aussi pour nous aider à optimiser tout ça. Et on a une équipe assez motivée là, d'ingénieurs au CNES aussi qui ont bien bossé là-dessus. Ouais, ça aussi. Alors ça, c'est le problème dont je veux parler, c'est que optimiser le temps, c'est pas juste gratuit. Il faut pas que ça soit trop court non plus, cette allocation. On fonctionne avec des allocations de temps à bord. C'est-à-dire qu'on va donner une durée d'exécution pour une tâche, une durée fixe. Et si la tâche n'est pas terminée à la fin de la durée d'exécution, la suivante va commencer et passer par-dessus. Ça risque de faire sauter des protections et de mettre l'instrument en sécurité. Donc on est obligé d'évaluer combien de temps on va mettre à exécuter quelque chose et de mettre une marge pour être sûr de ne pas dépasser ce temps. Donc on est obligé de revenir sur ces marges, d'enlever tout ce qui est aujourd'hui dispensable dans le contexte pour faire fonctionner l'instrument. Et là je prends l'exemple de la séquence d'allumage de SAIS. Au début de cette année, elle faisait encore 20 minutes avec 2 minutes de marge. Et là, grâce au travail des ingénieurs soutenus par l'équipe de design, on est descendu à 3 minutes 45 secondes pour allumer SAIS. Alors,
En 3 minutes 45 secondes, c'est évident qu'on n'est pas servi autant qu'en 20 minutes. En 20 minutes, on avait le temps de recentrer les capteurs sismiques, on avait le temps de faire des temps d'attente pour que les convergences se fassent sur les différents signaux. En 3 minutes 45 secondes, on branche la prise, on bascule tous les interrupteurs et on espère que ça tient. Il y a des risques qui sont pris et qui sont assumés sur cette façon d'aller vite. Donc voilà comment on peut gagner du temps et faire économiser du temps de wake-up et aller un petit peu plus loin dans la mission. Oui. Une question rapidement par rapport à ça. Si on diminue la marge de sécurité pour la validité des capteurs, est-ce que les données scientifiques derrière le Sismo sont valables? Peut-être utilisées dans le cadre de communication? Oui, justement, c'est ça qu'il a fallu regarder, c'est qu'il y a des transitoires au moment des allumages, il y a des choses qui nécessitent d'être un petit peu écartées. Mais ce qu'on décide finalement, c'est de dire on allume, ça prend le temps que ça prend pour converger, et au mieux, on aura des données scientifiques le plus tôt possible, quoi. Là, sur ce qu'on a vu, nous, d'un côté ingénierie et sur les transitoires de début, ils sont beaucoup plus courts que ce qui avait été théorisé aussi au début. Donc on a joué là-dessus. On s'est dit, finalement, ce qu'on observe, c'est quand même vachement mieux que le pire qu'on avait imaginé avant. Donc on est vraiment dans cette optique maintenant où on arrête de dimensionner au pire cas et on regarde la réalité des choses et on dit, voilà, il faut tailler à la réalité et prendre le risque, effectivement, de tomber un jour dans un pire cas, certes, mais c'est la fin de la mission, il faut tenter des choses. Alors oui, parce qu'on alloue du temps au bord pour le calcul aussi, et ça c'est important. Enregistrer les données sismiques, ça suffit pas, elles sont enregistrées à pleine résolution, mais elles sont compressées pour être stockées, donc ça c'est du temps de calcul, et en plus elles sont décimées pour pouvoir être transmises dans des données continues. Donc ça nécessite du temps à bord de calcul. Et au début, pareil, de la mission, il n'y avait pas trop le problème de dire combien de temps ça prend, tout ça là, donc il n'y a pas vraiment de modèle précis du temps que ça prend de compresser, de calculer tout ça en fonction de la durée de la collecte. Donc là, pareil, on a pris quelque chose d'original, c'est qu'on a fait une étude empirique sur combien de temps ça prend de faire le processing d'une heure de données martiennes. En fait, ce qu'on a en abscisse, là, sur chacun de ces graphes, c'est la durée de collecte de chaque session de calcul, ce qui a été collecté, et en ordonnée, on a le temps que ça a pris à être calculé, à être processé. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que même en faisant une étude empirique comme ça, on retrouve des droites qui correspondent à différents modes de fonctionnement. Plus c'est bleu, plus c'est ancien dans la mission, plus c'est vif, plus c'est rouge, plus c'est des sols qui sont récents. Donc on voit quand il y a eu des tentatives d'amélioration par le JPL de l'efficacité des calculs aussi, là. Donc cette courbe a tendance à s'aplatir. Et aujourd'hui, ces durées de ces créneaux de calcul, on les dimensionne au plus juste avec la réalité de cette étude empirique. On a dit, ok, on a observé que sur des milliers de processing, on ne prenait pas plus de temps de minutes pour une heure martienne. Mais voilà. Et pour un ordre de grandeur, l'état de l'instrument avec les 3 VBB allumés comme ça, une heure de données martiennes, il faut 1 minute au lander pour faire tous les calculs nécessaires et traiter les données. Voilà, donc c'est ce que je disais. Alors oui, ça peut paraître bizarre, on dit, mais quand même, c'est de l'informatique et tout, et là on se retrouve à faire des mesures un petit peu comme ça, là, à virer les points qui sont pas beaux et tout. Bah ouais, sauf que c'est pragmatique, c'est efficace et que ça permet rapidement d'avoir un résultat. On a des survies de plus en plus fréquentes. Donc ça, c'est dû aux tempêtes de poussière, j'en ai déjà parlé. Donc le problème, c'est qu'une fois que tout est éteint, il faut le rallumer. Et au début de la mission, pareil, être tout éteint, on a dit bon, le jour où on sera tout éteint, on réfléchira, on se posera, on allumera le truc pas à pas, on fera venir les experts. Sauf qu'en fait, on n'a pas le temps, quoi. Si on passe le temps à organiser un référendum sur est-ce que l'instrument va bien, le temps qu'il soit rallumé, il y a une autre tempête qui est arrivée et on n'a pas pris la fenêtre d'intérêt. Donc là aussi, un des objectifs qu'on a dans l'équipe d'ingénierie, et qu'on continue de tenir, c'est diminuer cette durée de rallumage, quoi. Et on a fait 22 sols de durée de réallumage pour le mois de janvier. C'est-à-dire du moment où la sécurité a déclenché, a éteint l'instrument jusqu'au moment où il a été rallumé, il s'est passé 22 sols. Donc dans les 22 sols, il faut comprendre qu'il a fallu le temps d'être mis au courant, effectivement, que ça s'était passé à bord sur Mars, il y a un petit délai.
Il a fallu définir qu'est-ce qu'on voulait faire pour remonter l'instrument en fonctionnement. Et puis il faut attendre le créneau de communication, de programmation, parce qu'il n'y en a qu'un par semaine pour pouvoir monter les instructions à l'atterrisseur. Et on a réussi à faire 9 sols en juin 2022. Alors là, je ne vous présente pas le flowchart de ce qu'on a fait, mais partout où il y avait... bon, là, il y a une analyse sol à faire pour savoir si l'instrument est en bonne santé. On a dit non, ça, on prend l'hypothèse que l'instrument est en bonne santé parce qu'il faut y aller, quoi. Et là, on est au moment où il faut aller vite. Et on a fait nos sols. Je ne suis pas sûr qu'on puisse descendre bien en dessous de ça, parce qu'on a des cycles de programmation à 15 jours aujourd'hui. Donc en fonction du moment où arrive ce safing, là, cette mise en sécurité des instruments, eh ben, on peut passer beaucoup de temps à attendre le créneau de programmation suivant. Il faut savoir que nous, on prépare et on donne nos entrées au CNES le mardi soir pour le JPL, et que les commandes, elles montent à bord des orbiteurs que le samedi. Donc du mardi au samedi, en fait, c'est du travail de compilation, de vérification sur simu numérique au JPL que tout va bien se passer. Tout passe dans tous les modèles qui disent combien de puissance ça va prendre, est-ce que le logiciel va lever des alarmes, etc. Et il faut du mardi au samedi pour que tout le monde se mette d'accord pour monter un plan. Donc ça, c'est une durée incompressible, on ne pourra jamais faire mieux que ça. Donc pour ça, 9 sols, je pense qu'on a été pas mal, on risque de ne pas pouvoir faire beaucoup mieux. Alors maintenant qu'on a fait le tour de un petit peu comment on économise le temps, donc l'énergie, peut-être qu'on pourrait essayer de s'adresser directement au problème, puisque finalement, plutôt que de traiter les symptômes, est-ce qu'il n'y a pas moyen de guérir? Le problème, c'est qu'il n'y a aucun système qui a été conçu embarqué à bord pour nettoyer les panneaux solaires. Donc bon, pareil, on fait avec nos scotch, nos chaussettes, nos filtres carrés et nos adaptateurs ronds, quoi, là. On savait que la poussière allait s'accumuler sur les panneaux. Je ne sais pas si ça avait été prévu à ce point-là, je ne sais pas certain. Et ça avait été dimensionné pour fournir assez d'énergie. Comme dans toutes les missions spatiales, le dimensionnement il est fait à partir du moment le pire de la mission, souvent la fin de vie. On dimensionne le panneau en disant le panneau en fin de vie il va générer ça. Ma charge électrique en fin de vie, ça sera ça, je fais coller les deux et tout va bien. Et ça marche pareil. Pour les satellites en orbite terrestre, on fait les mêmes calculs de dimensionnement. Donc la taille des panneaux d'InSight, elle était faite pour qu'au bout de 2 ans, même en poussiéré, on puisse quand même générer l'énergie. Alors, quelques idées qui ont été évoquées sur comment nettoyer les panneaux. Alors, des idées qu'on n'a pas fait, sauf celle-là peut-être, parce que c'est facile, c'est attendre. Et là, je vois qu'on a la même réserve de GIF avec Philippe. Attendre ces fameux tourbillons, ces Dust Devil pour nettoyer le panneau, quoi. Puis si ça se fait tout seul, c'est formidable. Sauf que c'est pas arrivé. Donc en parallèle d'attendre, peut-être qu'on peut tenter d'autres choses. Autre chose qui a été imaginée, c'est utiliser la pelle pour créer un mouvement, pour solliciter mécaniquement le panneau. Je vous rassure, on l'a pas fait, parce que l'idée c'était à peu près de faire ça. Voilà. Alors ça, c'est vite sorti parce que les risques qui étaient associés à faire ça étaient vraiment trop importants en regard du bénéfice qui était escompté. Parce que sans parler du contact électrique qu'on fait entre deux éléments qui ne doivent pas se toucher, mais en plus la précision de la pelle, le risque de tout arracher, parce que le panneau il est relativement souple aussi. Bon, bref, on ne va pas dire que c'était une mauvaise idée, c'était une idée. Refermer, redéployer les panneaux solaires. Ouais, il y a un moment, ils ont été stockés, ces panneaux solaires, ils étaient repliés en pétales, là on voit sur cette image d'AIT. Est-ce qu'on pourrait pas juste commander les moteurs en sens inverse et puis redéployer comme ça, au mieux, peut-être qu'on n'a pas viré la poussière, mais elle reste dans les creux, quoi, et en redéployant, ça resterait sur une partie. Sauf que malheureusement, c'est pas possible, le système est bien fait, il y a un verrou mécanique en fin de course. Et ouais, au cas où le panneau se replie par inadvertance, et ça aussi, tous les satellites, tout le monde a ces verrous mécaniques en fin de course pour verrouiller les panneaux en position ouverte. Donc bon, néanmoins, il y a un petit jeu fonctionnel dans ce mécanisme. Donc il a été quand même tenté d'activer ces moteurs dans un sens et dans l'autre pour utiliser ce jeu fonctionnel qu'il y a dans le mécanisme et tenter de créer des vibrations sur le panneau. D'un point de vue nettoyage du panneau, ça a eu un effet zéro. Ça n'a absolument rien fait. Et je pense que d'un point de vue scientifique, ça n'a pas été terrible en plus, Philippe. Négatif, hein? Oui, ça a fait quelque chose qui... Ouais. Bon, donc c'était... c'est pareil, c'était une idée. Et maintenant, dans les choses qu'on a faites, je vais quand même revenir sur quelque chose qui était fait l'an dernier et que je vous ai présenté au dernier workshop
en distanciel, c'était cet enfouissement du câble. Et voilà, ça c'était le premier dépôt qu'on avait fait sur le bouclier thermique. Et les images qui sont redescendues lors du dépôt. Et on voit bien cette partie qui a été nettoyée par le régolithe qui a coulé le long du panneau solaire. Donc là, en analysant un petit peu le truc, on dit bon bah, il semblerait quand même que le nettoyage là, par avalanche, ça a l'air de bien marcher ça. Ça c'est cool, mais il faut savoir que le WTS, lui, il y a une pente, quoi. Il a 45 degrés en bordure là, donc ouais, ça marche parce que c'est en pente, quoi. Le problème des panneaux, c'est qu'ils sont horizontaux et qu'il n'y a aucun moyen de les incliner. Et que c'est pas dit que même avec de l'inclinaison, suffisamment d'inclinaison, ça réagisse de la même façon que la surface du WTS, du bouclier ici. Mais il y a un autre effet qui est notable aussi. Bon là on ne le voit pas très très bien, mais parce que, un, c'est un peu sombre, et puis deux, la caméra qui prend les photos sur InSight a une résolution au pixel qui est raisonnable, mais on devine ces espèces de constellations de points blancs là, au sein du panache, qui semblent être les signatures d'un nettoyage partiel par saltation. Et ça, c'est l'effet qu'on va essayer d'utiliser pour nettoyer les panneaux solaires, qu'on a essayé d'utiliser pour nettoyer les panneaux solaires. C'est-à-dire que sous l'effet du vent, les grains sont déportés sur le côté et viennent un petit peu déranger, brutaliser ceux qui sont en place. Alors par quel biais, je vous le montrerai un petit peu plus tard, sur le principe de ce qu'on a voulu faire avec les panneaux solaires. Parce que l'idée, c'est de dire, si ça marche ici, il y a peut-être quelque chose d'analogue à tenter sur les panneaux. Alors c'est super sombre à droite, donc je pense que vous ne verrez pas grand-chose, si ce n'est que pendant cette activité d'enfouissement, là, au début, on a dit on va faire ça par vent calme. On sait qu'il y a des périodes dans la journée où il n'y a pas de vent. On va le faire à ce moment-là pour que le régolithe il tombe à l'endroit où on veut. On voulait faire des tas sur le câble, donc concentrer la matière. Et puis au bout d'un moment, on a dit, bon, en fait, on pourrait sacrifier un petit peu de cette matière-là pour en savoir un peu plus sur sa dispersion par le vent. Donc on va désoptimiser l'opération, et plutôt que de la faire à 16h ou 17h heure locale, on va la faire à 11h, à un moment où il y a pas mal de vent sur Mars. Il y a un régime de vent de sud-est, et donc du coup, l'idée c'est de dire, bon bah ok, on perd un peu d'efficacité, mais on va observer, ouais, on voit vraiment rien, on va observer l'effet de cette dispersion de régolithe. Là, si vous le devinez, il y a une espèce de zone à gauche là, qui est un petit peu le panache. C'est une différence d'image pixel à pixel, avant et après le dépôt, et on voit qu'il y a quand même un panache qui a été déposé comme ça, dans la direction sous le vent, quoi. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour les panneaux et qui ressemblerait un peu à ça? Ben, on utilise le vent pour que les grains de régolithe prennent de l'énergie cinétique, et puis, en arrivant sur le panneau solaire, avec le fameux carreau sur place, dégage une partie des grains qui, eux, sont en place sur le panneau. Et donc la saltation, c'est un des modes de déplacement des milieux granulaires. Moi, je l'ai appris à cette occasion, je ne le savais pas avant. Et l'idée, c'est de le faire sur le panneau. Alors comment? Eh ben, on prend la direction du vent, un panneau cible, on se dit, bon, bah, il suffit de déposer, de faire un tas en amont, du coup, et puis bah, le panache sera dans la direction du panneau. Donc le tas, ça le positionne là, sur le lander, là où c'est bien propre, hein. Donc on fait un gros tas de sable. Il faut se souvenir des gens qui étaient en Charlotte et en blouse dans leur salle blanche et qu'il ne fallait pas un moindre cheveu. Donc nous, on allait faire un gros pâté de sable sur le pont, et on en a même fait plusieurs. Je dis on, hein, parce que c'est JPL qui l'a fait avec le bras. Et donc le panache doit être dans la direction du panneau, et avec un peu de bol, ben, on doit observer un effet bénéfique. Alors, l'effet bénéfique, il y en a pas, ça c'est la question. Ah oui, effectivement, il y a des grains qui vont rajouter, mais les gens qui ont pensé cette expérience se sont dit, si on fait le bilan, normalement, il devrait plus en partir qu'en arriver. Donc, voyons voir. Et ça, c'est ce à quoi a ressemblé l'opération de dépôt du panneau. Donc là, il y a un gif, effectivement, du dépôt. Et si on est attentif, on voit effectivement que cette partie-là, il y a du régolithe qui vient se déposer dessus, et cette partie du panneau ici s'assombrit. Et ça, c'est plutôt bon signe en fait, parce qu'on l'a vu sur les différences de photos tout à l'heure, le panneau, quand il est très propre, il est bien noir, très très noir. Et donc, il a été déterminé sur le premier dépôt que voilà, le panache était dans la direction escomptée, qu'il y avait eu suffisamment de vent. Et on a fait le calcul sur l'énergie. Effectivement, il y a 35 Wh à récupérer là-dedans,
En tout cas, en instantané, du sol avant au sol après. Après, il y a des discussions sur combien de temps ce bénéfice perdure, etc. Ça, c'est d'autres détails. Mais n'empêche, ça reste un succès mesuré, un succès quand même. Et là, pour faire la différence, j'ai pris la dernière tentative qu'on a fait. Et là, on l'a fait plus récemment, donc les régimes de vent ont changé, et c'est plutôt le panneau est, de l'autre côté, qui a été visé. Sauf qu'au moment où le dépôt a été fait, ben, pas de bol, il n'y avait pas de vent, quasiment pas. Ou alors, il n'était pas dans la bonne direction. Et donc, rien. Là, vraiment, le bénéfice, c'est absolument zéro. Donc, on va dire que c'était plutôt une bonne idée, quand même, parce que ça a marché de façon mesurée. Ça ne changera pas le destin de la mission. C'est-à-dire que de toute façon, on ne peut pas lutter avec des petits pelletés, des expérimentations comme ça technologiques contre l'empoussièrement des panneaux. N'empêche, là sur le graphe en bas à gauche, on voit bien cet effet, là, cette discontinuité, c'est l'effet sur la génération du courant de ce nettoyage de panneaux. Et ça nous a quand même permis de passer un moment délicat qui était l'été dernier, qui était la FELI, donc le moment où on avait une génération électrique, on était dans un minimum local de génération électrique. Il aurait fallu éteindre SACE à ce moment-là, mais finalement ces 35 Wh, ils nous permettent de passer à ras au-dessus de la limite, et ça a permis de prolonger un peu. Donc quand même, c'est vraiment pas neutre. Ça paraît être un tout petit bénéfice, mais ça a changé une partie de l'utilisation de la mission. Et puis au final, à force d'enterrer le câble et de tenter de nettoyer les panneaux, de balancer du sable un peu sur tous nos problèmes, ben on laisse un joli trou à côté de SACE. Donc oui, c'est ce que je disais, ça ne va pas changer le destin de la mission, qui est connu dès le départ, hein, de toute façon. Hein. On va bientôt rentrer dans une phase de sommeil, donc on n'aura plus d'énergie pour communiquer, déjà, d'une part. La mission, elle aurait dû s'achever après 709 sols à peu près. Bon, on en est à plus de 1250, je pense qu'on peut être satisfait. Les efforts déployés depuis des mois pour prolonger la mission, c'est vraiment efficace. Ces économies de temps, etc. On serait déjà arrêté hein, si on n'avait rien fait, qu'on avait conservé le concept opérationnel de départ. Bon, et puis il y a aussi le fait que la mission Insight se terminant, ça va permettre de libérer des ressources humaines, des gens vont pouvoir aller sur d'autres missions, d'exploration du système solaire, le matériel, les finances aussi. Alors les finances, c'est un problème, ça aussi. On va parler que de trucs positifs hein, aujourd'hui. Et puis bon, il y a quand même un espoir, quoi. Même si c'est super improbable, il se peut qu'il se passe quelque chose, et donc il y a des travaux en ce moment sur un sujet qui est le dernier de cette présentation, l'écoute d'un hypothétique réveil de la mission. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est éteint, le système il est quand même fait pour s'armer automatiquement à chaque fois qu'il a suffisamment de puissance pour fonctionner. Donc probablement ça va arriver, il va redémarrer. Mais pour redémarrer, il faut un gros nettoyage des panneaux solaires. Donc c'est ça l'hypothèse. Elle est improbable, mais si jamais les panneaux sont nettoyés par un coup de vent, là oui, ça se rallumera. Donc qu'est-ce qu'on fait pour écouter quand même si cet événement arrive? Ça serait trop dommage que ça se passe et qu'on ne soit pas au courant sur Terre. Mais on fait des tests pour savoir si, avec les créneaux de support qui sont naturellement dédiés à Curiosity, on peut quand même écouter le murmure d'Insight derrière. Donc l'idée, c'est que l'orbiteur écoute, fait un support de Curiosity qui est à peu près à 600 km de notre position. Et juste avec l'étude du rapport signal sur bruit du signal de Curiosity, si jamais dans la même bande de fréquence, d'un coup, il y a beaucoup de bruit qui se crée, et étant sur Mars, on est à peu près sûr que c'est quelqu'un d'autre qui émet, quoi. Donc l'idée, voilà, Insight, si Insight émet en UHF, ça va se voir dans le rapport signal sur bruit de Curiosity. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de vérifier, et c'est ce que le JPL essaie de vérifier avec des expérimentations qui ont lieu en ce moment. Voilà. Donc ça, c'est l'idée de comment écouter Insight. Donc, en gros, en écoutant Curiosity, parce que si Insight parle, on l'entendra. Ouais, j'ai terminé. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler sur cette mission, déjà. En fait, je suis honoré. Je ne sais pas comment le dire autrement, parce que j'étais accueilli dans une super équipe. Et puis, c'est pas tous les jours qu'on se voit confier la responsabilité de quelque chose d'aussi précieux. J'ai eu d'excellents rapports aussi avec l'équipe scientifique. C'est le temps qu'ils ont consacré à nous expliquer les trucs qu'on ne comprenait pas.
Ouais, c'est vraiment généreux de leur part, donc je les remercie à ce titre. Et voilà, et puis c'est tout pour moi aujourd'hui. Si vous avez quelques questions, je pense qu'il reste 3 minutes.